J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Twitch sur les cryptos en général. Je vais revenir sur le crack un petit peu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, et puis où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est un bear trap ou est-ce que c'est la fin du cycle? La question peut se poser, c'est normal de toujours un peu se poser la question. Mais tout de suite, je vous dis, je pense pas que ce soit la fin du cycle. Je vais aborder le thème de la crypto-solitude, parce que bien souvent on est seul avec notre passion des cryptos et on n'a pas beaucoup d'amis avec qui partager. On va voir ça, c'est un vrai sujet. Également, je vais vous montrer l'indicateur Bitcoin Decay Oscillator, un indicateur qui nous laisse penser que le cycle est loin d'être terminé, plutôt de bon augure. Quel pourrait être le prix en 2025 du Bitcoin? Alors on va faire des petites projections, mais ce sera surtout pour mesurer le sentiment de marché. Et puis aussi, connaîtrons-nous une alt season sur ce cycle? Bon je vous donnerai aussi mon avis, et je pense que oui, voilà, je vous le donne tout de suite. Je pense que oui, mais je vais étayer. Donc voici pour le programme sur les cryptos actus en général. Donc revenons sur ce crack. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà le vendredi 2 août, ça se passait mal sur le marché US américain. C'était l'un des dégringolades. Dégringolade. Si on compare par rapport aux cryptos, ça va, des moins 2, des moins 3, des moins 5%, c'est correct. Mais pour le SP500, c'est énorme. Également, ça a énormément dévissé sur le marché japonais. Alors pourquoi? Déjà oui, ça s'est pété la gueule quand même 12%. 12%, je vous dis, sur les marchés traditionnels, c'est vraiment énorme. C'est un vrai crack, un gros crack. Et pourquoi? Il y a la banque centrale Nippon qui a remonté ses taux, les taux d'intérêt, taux directeurs, et c'était une surprise. Donc voilà, ça fait pas plaisir au marché financier. Forcément, remonter les taux, c'est venir réduire la liquidité, et du coup, c'est pas bon pour les marchés financiers. Également, il y a aussi le chômage. Voilà, il y a eu les chiffres du chômage qui sont tombés, qui étaient pires que prévu. Donc effectivement, ça inquiète. Et puis il y a aussi la Fed qui n'a pas baissé ses taux, qui les a maintenus. Et donc, vu ce qui se passe sur les marchés, on peut se dire que la Fed devrait d'autant plus être amenée en septembre à finalement, effectivement, baisser ses taux. Le fameux pivot de la Fed. Et donc, pour avoir plus de liquidité, etc. Et ce serait bon pour les marchés financiers, en particulier les actifs à risque, et donc les cryptos, c'est ce que je vous disais déjà la semaine dernière. Mais du coup, il y a les marchés traditionnels qui chutent, il faut s'attendre aussi à ce que le marché crypto chute, n'est-ce pas? On en est toujours dépendant. Et Bitcoin a chuté jusqu'à 49 000 $. On était à peu près à 62 000 $, donc c'est une baisse d'à peu près 20%. C'est vraiment beaucoup, surtout après déjà plusieurs mois de range et de correction depuis le mois de mars, à peu près. Donc oui, ça fait mal, n'est-ce pas? Voilà, je vous en ai parlé sur X. Où est-ce que vous en êtes sur le thermomètre de la douleur? Il y a plusieurs types de réponses. Il y a des gens qui disent non, ça fait presque rien, 0, 1, 2. Voilà, il y a des 11, alors que l'échelle va jusqu'à 10. Donc il y a des 8, des 9. C'est assez opposé, il n'y a pas trop de juste milieu. Moi, en tout cas, voilà, si je vous fais part un petit peu de ma propre expérience, du coup, c'était lundi matin. Lundi matin, je regarde le wallet, je regarde mon capital crypto, et je me dis, oh, ça a drôlement chuté. Je vais pas vous parler des montants, mais oui, j'ai perdu pas mal. Alors on peut perdre soit, si on a très peu investi, quelques centaines de dollars, ou des milliers, ou des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars, en fonction de son montant d'investissement. Mais en même temps, malgré que la somme sur mon wallet, la perte soit importante, en même temps, j'ai l'impression, que ça me fait pas grand chose. Donc c'est un peu bizarre. C'est le fait d'être depuis un certain temps sur les marchés, je pense. On sent plus grand chose. Donc voilà, en même temps c'est impactant et en même temps non. C'est un peu bizarre. Et puis je pense que c'est aussi parce que, je vais pas dire que je connais la suite, mais ce que je suppose sur la suite me rend optimiste, donc je m'inquiète pas trop. Voilà, je sais que c'est temporaire, et d'ailleurs, c'était quand même assez temporaire. On a déjà, en tout cas, ça peut toujours s'inverser, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Quand vous regarderez la vidéo sur YouTube, peut-être qu'on aura de nouveau chuté, peut-être qu'on sera à 30 000 $, j'en sais rien, ou peut-être qu'on sera à 80 000 $, je ne sais pas, tout est possible. Mais du coup, on a déjà quand même recouvert une partie de la baisse, une grosse partie aujourd'hui, là. On est à peu près à 58 000 $, je crois, au moment où je vous parle. Malgré ça, sur le coup, voilà, au moment de la chute, vu que le sentiment de marché varie très fortement, même d'un jour à l'autre, sur le Crypto Fear and Greed, cet indicateur que vous connaissez probablement, un des plus connus, on est tombé à 17. Donc si on en revient un peu au portefeuille, là, le thermomètre de la douleur, du coup on est là, donc on est quand même sur une bonne douleur. Et ce niveau-là n'avait plus été atteint depuis août 2022.
donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas souffert autant sur le marché crypto. Généralement, ça c'est aussi de bon augure pour la suite. C'est souvent comme ça que ça se passe avant d'avoir de la hausse et des beaux pumps. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Autre point, la volatilité a été énorme sur le S&P 500 et on a atteint les mêmes niveaux de volatilité que le crash Covid de 2020 et le crash des marchés en 2008. Donc c'est dire quand même, 2008 c'était un peu à ce moment-là le crash le plus important, je crois depuis la crise des années 30, depuis 1930. Donc voilà, c'était pas rien. Et puis le crack Covid aussi, c'était pas rien. C'était entre guillemets la fin du monde. Donc voilà, là c'est ce que vous voyez ici. On a atteint le même point de volatilité que sur le crack Covid et que sur le crack de 2008. Donc effectivement, il y a eu de la douleur. C'est effrayant, comme dit Crypto Future, en reprenant aussi cette news de la volatilité. Et il y a eu cette remarque de Jonathan Novak que j'ai trouvé intéressante. Donc je vous en fais part, même si je sais pas forcément si ça peut se vérifier ou non. Mais si on regarde le crack Covid, il y avait eu du coup le même niveau de volatilité, une chute très importante, dramatique, et puis derrière, qu'est-ce qui s'était passé? Ça s'était bien passé, c'était bien remonté, et puis ensuite bull run, euphorie, etc., à partir de la fin de l'année 2020. Et la réflexion, c'est, est-ce que on pourrait vivre la même chose? Si on compare, il y avait eu le pic, le top mid-term, là nous aussi, on a eu notre top mid-term en mars, 73 800 $ de mémoire. Derrière, une sorte de range, mais qui chute, quand même, voilà, donc c'est à peu près la même chose. Et puis, paf, le gros choc, le gros crack. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir la même figure ici que ce qui s'était passé au moment du crack Covid? J'ai pas la réponse, mais c'est une réflexion, je pense, pourquoi pas s'en nourrir un petit peu, et c'est possible. Qu'est-ce qu'en pense TechDev? TechDev pense probablement, même s'il a rien commenté là dans son tweet, il a juste mis #Bitcoin, TechDev pense probablement qu'on est dans un bear trap, et cette chute, malgré du coup la forte chute, la forte volatilité et tout, c'est pas le bear market, comme je disais en début de vidéo. Est-ce qu'on est dans un bear trap ou une fin de cycle? Alors je pense personnellement qu'on est plus dans un bear trap, il y a plus de chances. Et du coup regardez, là, c'est ce qui se passe à peu près sur chaque cycle, on connaît les mêmes choses, donc c'est aussi pour ça la réflexion, est-ce qu'on pourrait connaître la même chose qu'au moment du crack Covid? Voilà, est-ce que vous pensez qu'on est dans un bear trap ou la fin du cycle? Vous pourrez dire ça en commentaire. Moi je pense que c'est pas fini. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui devrait se passer, ce que suppose pas mal de monde maintenant, avec la baisse des taux aussi, eh bien ce serait le retour de la planche à billets pour ramener de la liquidité, une politique monétaire plus souple, plus clémente de la part de la Fed. Et puis aussi, il y a eu des rachats d'obligations par la Fed, donc ça c'est une manière d'aussi, c'est racheter sa propre dette et c'est pour ramener de la liquidité sur les marchés, donc ça va dans ce sens, donc ce serait plutôt aussi de bon augure pour la suite. Et avec ce crack, alors régulièrement, je regarde de temps en temps Google Trends, parce qu'on sait que Google Trends c'est un bon indicateur pour savoir si le grand public, si les mainstream, si le retail commence à s'intéresser aux crypto-monnaies, et quand ils s'y intéressent, on part dans l'euphorie, le pump parabolique, exponentiel, et aussi explosion des altcoins. Bon, du coup j'ai regardé Google Trends, on a une hausse soudaine, là c'est encore en pointillé, parce qu'il faut que toutes les datas s'enregistrent bien, mais je pense que ça c'est dû probablement à la chute, et c'est pas forcément un regain d'intérêt des retail. Faudra surveiller ça dans le temps, mais je pense que la chute brutale, ça a dû faire que pas mal de gens ont dû en entendre parler et se sont dit tiens Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher Bitcoin, on en est où? Donc je pense que c'est ça. Et en parlant des retail, je vous ai posé une question, est-ce que vous avez des amis avec lesquels parler crypto ou est-ce que vous êtes seul avec votre passion? Ça, je pense que c'est un vrai sujet, c'est un sujet important même, c'est un sujet émotionnel. Donc ça rejoint aussi les retail, vu qu'il y a peu de retail qui s'intéressent aux crypto, c'est pas quelque chose de mainstream, ça fait qu'on a peu de gens généralement avec qui parler crypto. Et c'est ce que j'ai constaté dans vos réponses, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils étaient seuls, qu'ils étaient solo. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fait aussi probablement que j'ai une communauté. Si vous avez peu de gens avec qui en parler dans votre cercle direct, les gens que vous connaissez dans le monde réel, ça fait probablement que vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de voir des choses là-dessus, si c'est un sujet important pour vous, et donc vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est une façon de combler cette solitude, cette crypto-solitude. Il y a aussi des gens qui m'ont dit qu'ils en parlent avec leur femme. Il y a eu pas mal qui ont eu cette réaction-là, qui saoulent leur femme en leur parlant de crypto, mais je pense que ça vient d'un trop-plein, d'un besoin de s'exprimer et d'en parler. Et je vous dis que c'est un vrai sujet, parce que ça peut être une vraie difficulté quand même pendant des années, en particulier pendant un bear market, pendant l'euphorie ça va mieux, même si on est tout seul, quand on fait des profits. Mais pendant la traversée du désert, être tout seul, surtout quand on a des pertes, c'est très dur, c'est très violent. Et au final, moi je suis content moi j'en parle à beaucoup de monde au final, à travers les réseaux sociaux, je crée du contenu, je suis dessus tous les jours. Je sais pas comment je ferais
du coup, si je créais pas de contenu, je pense que ce serait très dur. C'est aussi pour ça que je vous parle de tout ça. Je projette, je regarde ça et je me dis ce serait dur de garder tout ça pour moi. C'est sûrement parce que c'est trop dur de garder tout ça pour moi que j'ai fini par créer du contenu. D'ailleurs, je pense que ça va dans ce sens-là. Et j'ai voulu quantifier tout ça. Est-ce que vous êtes seul et vous ne pouvez pas parler de crypto? Eh bien oui, à 38%, vous êtes seul. 23% à avoir un ami à pouvoir en parler. Et bon voilà, ça va pas bien au-delà, vous voyez les chiffres. Donc effectivement, il y a une vraie crypto solitude et les personnes réelles, entre guillemets, vous êtes réels, hein. Vous êtes réels, ne vous inquiétez pas, vous êtes réels. Mais je vous vois pas directement. Et c'est pas la même chose qu'en parler avec ma famille ou avec des amis. Et ben en fait, dans mon cercle proche, vraiment, c'est pareil. Hein. J'ai quasiment personne avec qui en parler. Donc je suis dans le même cas que vous, en gros. Hein. Si on retire le fait que je crée du contenu. C'est pas vraiment un détail, mais voilà quoi. Si on retire ça, je suis comme vous, voilà. Maintenant, je passe à un autre sujet, le Bitcoin Decay Oscillator. Et ça peut nous indiquer un petit peu aussi où est-ce qu'on en est dans le cycle. Et ça peut aussi répondre à cette question. Est-ce qu'on est dans un bear trap ou est-ce qu'on est dans la fin du cycle? Bon bah voilà, hein, j'y ai déjà répondu. Je pense que non, c'est pas la fin. Que nous dit cet indicateur? Déjà, qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à Grok. Le Bitcoin Decay Oscillator, c'est un indicateur technique qui vise à mesurer l'état de surachat ou de survente du Bitcoin par rapport à son historique. C'est basé sur l'idée que le prix de Bitcoin suit un modèle de loi de puissance avec des périodes de bulles et de corrections. Donc il y a de la survente ou il y a du surachat. Et où est-ce qu'on se situe? Et bah du coup là j'ai mis pause, c'est une vidéo. Je vous mets aussi la vidéo, comme ça c'est animé pour vous. Peut-être que vous regardez la vidéo, enfin vous écoutez la vidéo sans regarder. Bon voilà, je vous mets un petit schéma, comme ça vous pousse à regarder. Et pareil si vous êtes sur Twitch, et puis je vais faire pause un moment. Voilà, je fais pause, on se situe ici. Donc en fait on serait très loin d'un état de surchauffe. La surchauffe, c'est quand on est au top du cycle. On est allé à peu près jusqu'au 40%, du coup, au mois de mars, quand on a fait un ATH, là, 73 800 $. Et actuellement, on est retombé, après ce crash, à 15,8%. Donc, on est très loin de la surchauffe. A priori, faut pas s'inquiéter. Même si, effectivement, il y a pas mal de choses inquiétantes. Hein. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. D'autres raisons du crack, évidemment, il y a aussi les tensions au Moyen-Orient. Évidemment, les craintes d'une troisième guerre mondiale, ça peut jouer sur les marchés financiers. Encore que, c'est très cynique, hein, mais je crois que les marchés financiers intègrent tout ça, et finalement, c'est intégré dans les prix, voilà, c'est pricé par le marché. Et même, un truc qui est encore pire et cynique, c'est qu'en fait, il y a une industrie de la guerre, et si on regarde un peu l'histoire, la guerre, c'est aussi une façon de relancer l'économie après des crises. Tout à l'heure, je vous parlais du crack de 2008, après le crack de 1930, il y a eu une drôle de période, hein. Rappelez-vous, personne n'était né, hein, je pense, mais rappelez-vous vos cours d'histoire alors, et il y a eu une seconde guerre mondiale. Donc évidemment il peut y avoir des craintes de ce côté-là. Ça pourrait aussi impacter le marché parce que c'est une zone, le Moyen-Orient, où il y a une forte production de pétrole, donc je pense que ça pourrait aussi impacter les marchés dans ce sens-là. Donc voilà, je vous disais, normalement on est plutôt bien, a priori il y a de bonnes choses à venir, mais tout est possible. Gardons ça quand même à l'esprit. Titan of Crypto aussi pense que le bull run continue, se poursuit, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, et la preuve du contraire, ça pourrait être le fait de passer sous le niveau des 38,2 de Fibonacci. Donc bon, ça c'est quelque chose d'assez connu, hein. Fibonacci, le retracement, vous mettez votre indicateur là sur le dernier point bas, vous prenez le top de la hausse et puis vous regardez la correction et vous avez un niveau des 38,2 de Fibonacci. Et bien quand on passe en dessous de ce niveau, généralement c'est qu'on passe en bear market. C'est ce qu'on voit ici. Par contre, quand on est toujours en bull run, quand on est toujours en phase de hausse sur un cycle haussier, on rebondit sur les 38,2 et on se relance. On rebondit dessus et hop, on se relance. On rebondit, on repart, bam, et voilà, et ainsi de suite. Même s'il peut y avoir des mèches qui vont en dessous. Et là, c'est peut-être bien ce qu'on a fait, hein. Jusqu'à preuve du contraire. On a rebondi sur les 38,2 de retracement de Fibonacci. Donc, a priori, le bull run continue. Toujours, pour répondre à cette question, est-ce un bear trap ou une fin de cycle? Donc, a priori, comme le pense TechDev, on est dans un bear trap. Et pour se projeter sur la suite, et du coup, la suite du cycle, je vous ai demandé qu'est-ce qui était le plus probable selon vous pour le prix du BTC en 2025. Je vous ai proposé plusieurs fourchettes de prix. 4 options. La première, un BTC qui serait entre 100 000 et 120 000 $. La deuxième, un BTC qui serait entre 140 000 et 170 000 $. Troisième option, entre 180 000 et 220 000 $. Et quatrième option, la plus optimiste, plus de 250 000 $. Si je vous ai posé cette question, c'est pas tant pour savoir à quel prix ça peut aller. C'est plutôt pour avoir le sentiment de marché. Et savoir si vous êtes plus ou moins pessimiste, optimiste. Et c'est une façon de mesurer en fait. Et finalement, les fourchettes de prix,
on s'en fout un peu, mais j'ai essayé de faire quelque chose qui soit assez représentatif de ce que peuvent penser différents types de personnes. C'est un petit peu mon expérience des études de marché, hein, parce que j'ai étudié ces choses-là. Du coup, ça ressort, hein. C'est pour ça aussi peut-être que je fais beaucoup de sondages. C'est une déformation, pas professionnelle, mais voilà, de mes études peut-être. Et du coup, j'essaye de mesurer le sentiment de marché. Il y a beaucoup de gens hein, qui pensent que c'est des questions connes. Oui, ça peut être des questions connes dans un sens. Je vous disais à un moment, je crois, je sais pas si c'était dans la partie qui sera sur YouTube ou quand je parle en off avec les gens sur Twitch. Sachez ça aussi, si vous regardez que sur YouTube, il y a des choses que je dis juste aux gens qui sont sur Twitch. Mais je disais tout à l'heure, s'interroger comme ça peut-être sur les prix, ça peut être de la branlette aussi. Hein. Mais moi, quand je pose ces questions, c'est pour aller au-delà, au niveau réflexion. Déjà, je pose les questions comme ça, sous cette forme-là, une question ouverte, avec la possibilité de répondre et du coup d'avoir plus de précision dans vos réponses. Ça peut me donner des détails, des indicateurs. Pour moi, c'est de la data que je collecte comme ça au fur et à mesure du temps, des semaines et des mois et des années qui passent. Donc ça me nourrit et du coup ça nourrit aussi mes vidéos. Et puis derrière, vous savez, je fais un sondage. Donc ça permet aussi peut-être à plus de gens de donner leur avis qu'à travers des commentaires. Vous voyez, 156 commentaires et là 856 votes. Et ça permet de mesurer. Et donc il y a 55% des gens qui optent sur la première fourchette de 100 000 à 120 000 dollars. 29% sur la deuxième fourchette, 140 000 à 170 000 dollars. Et beaucoup moins de gens sur les fourchettes plus hausses. Donc on a 84% même des gens, je dirais, qui sont assez raisonnables, qui sont pas dans un excès d'optimisme. Voire même, est-ce que c'est du pessimisme? Ça, il faudra le voir après coup, quand on saura jusqu'où on sera allé sur le prix du BTC en 2025. Mais en tout cas, les gens là sont assez mesurés. Et c'est peut-être parce que ça intervient après une chute brutale. Hein. Voilà, le sentiment de marché est très très corrélé à ce qui se passe sur le moment. C'est pour ça que ce que pensent les gens, c'est pas forcément fiable. En tout cas, ce que pensent les gens individuellement ou au moment T. Et il faut étudier à plusieurs moments tout ça. C'est pour ça que je vous disais ici, je reposerai et je pose ce genre de questions régulièrement. Je continuerai au cours de ce cycle pour évaluer le sentiment du marché. Et puis, plus les gens seront euphoriques et plus il faudra sortir du marché. Hein. Qu'importe le prix à ce moment-là. Toujours sur les questions connes, ou qui peuvent paraître stupides, est-ce que vous croyez toujours à une alt season sur ce cycle? C'est aussi parce que c'est des réflexions que j'ai vues tout au long de ces derniers mois. Des gens qui pensent qu'il n'y aura plus d'alt season parce qu'il y a des ETF Bitcoin, Ethereum, que ça pourrait capter l'argent et la liquidité. Aussi parce qu'il y a de plus en plus de projets de tous les côtés. Les Layer 2 qui se sont multipliés, voire même des Layer 3. Les meme coins, énormément de meme coins. Enfin, je sais pas, il y en a des milliers, même des centaines de milliers qui se créent en continu. Donc effectivement, ça vient aussi capter de la liquidité et il y a pas mal d'interrogations sur le fait qu'on aura de nouveau une alt season. J'ai envie de vous dire, c'est toujours la même chose qui se passe de cycle en cycle. Alors pourquoi est-ce que ce serait différent? Jusqu'ici, c'est toujours la même chose qui se passe sur Bitcoin. Même s'il y a des petites variantes, le cycle, on peut presque le calquer à chaque fois en fait par rapport au cycle précédent. Jusqu'ici, on fait à peu près la même chose. Et a priori, ce qui doit se passer ensuite, c'est donc la phase parabolique. Et quand il y a une phase parabolique, ça devient mainstream, tout le monde se met à s'y intéresser, il y a les retail qui se pointent, et qu'est-ce que font les retail? Ils veulent acheter autre chose que du BTC, parce qu'ils se disent il y a moins de chances de faire de la plus-value, ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas forcément faux, hein. Et donc ils vont sur les altcoins, et donc les altcoins pump et surperforment le BTC. Et donc si tout se passe comme d'habitude sur le BTC, ma réflexion c'est que ça devrait aussi se passer comme d'habitude sur les altcoins. En tout cas jusqu'à preuve du contraire. Voilà, si on a des preuves du contraire, il faudra revoir tout ça, ou si on a des signes noirs et tout ça, mais on est obligé toujours de se baser sur ce qui est connu. Donc on fait en fonction de ça. Je vous ai aussi posé la question dans un sondage, et c'est quand même assez franc, hein. Les 3/4 des gens, vous pensez qu'il y aura une alt season, donc c'est qu'a priori vous êtes à peu près du même avis que moi. Voilà, et si vous êtes du même avis, vous pouvez aussi lâcher un like, hein, au passage, voilà. Et vous le dites en commentaire, vous êtes du même avis. Vous pensez que c'est un bear trap, vous pensez que le cycle n'est pas terminé, vous pensez qu'il y aura une alt season. Voilà, vous le dites en commentaire. Pour l'algorithme. Pour continuer un peu sur cette réflexion de l'alt season, des altcoins, il y a 3 nouvelles là qui vont dans le bon sens, je pense, pour les altcoins. Il y a eu une issue du procès XRP qui a duré 4 ans, quoi, à peu près. XRP doit payer une amende de 125 millions de dollars, mais au final, ils s'en sortent très très bien et en fait, ils gagnent le procès parce que le coin XRP n'est pas considéré comme une security. C'est donc un utility token. La différence entre les deux, c'est que c'est pas du tout régulé de la même manière en termes de contraintes et donc ça peut être bon pour le potentiel spéculatif du XRP, mais en fait, au-delà, pas seulement. Si le XRP n'est pas classé comme une security, ça veut dire que les altcoins, pour la plupart, n'ont que peu de chances aussi d'être classés comme des securities. Donc c'est des utility tokens. Donc c'est bullish. Il y a
Grayscale aussi, qui mise sur les cryptos SUI et TAO, donc sur des altcoins. Ils étendent leur catalogue, entre guillemets, enfin plutôt leur fonds crypto. Et ça aussi, c'est plutôt de bon augure pour les alts d'une manière générale. Et il y a aussi le régulateur brésilien qui approuve un ETF Solana Spot. Ça sort un peu de nulle part, hein, mais du coup, c'est pareil. Hein. Ça concerne les alts, tout ça, et c'est de bon augure pour les alts. Évidemment pour Solana, évidemment pour SUI, évidemment pour TAO, évidemment pour XRP, mais du coup, d'une manière générale, au fur et à mesure, c'est pour les alts. Et ce sera donc ma conclusion pour cette émission. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications et vous pouvez commenter, comme je vous ai dit. Merci pour la force, merci pour le soutien. J'espère que vous appréciez les réflexions, les données, les indicateurs, les questionnements, les réflexions, ça je l'ai déjà dit, les réflexions. Voilà, je m'arrête là, l'émission est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée, salut à tous et à la prochaine.